Chapitre 7. Je quittai l'enceinte du château et marchai jusqu'aux métairies en contrebas. Dans le potager, je vis grand-mère agenouillée à même la terre, en train de récolter des végétaux inidentifiables. Très gênée que je l'ai surprise, elle m'appela. Tu ne diras à personne que tu m'as vue en train de cueillir de la rhubarbe, n'est-ce pas? C'est de la rhubarbe? Oui, c'est moi qui l'ai plantée. J'ai découvert que cette plante poussait très facilement et donnait beaucoup. Et ton grand-père adore la compote de rhubarbe, comme tu l'as entendu hier soir. Il ne se rend pas compte que la cuisinière trouve à peine de quoi préparer à manger avec l'argent qu'il lui donne. C'est la guerre. Est-ce que grand-père est pauvre? C'est difficile à savoir. Il ne le sait pas lui-même. Ton grand-père ne vit pas complètement dans la réalité. Il est poète. Ce n'est pas ainsi que l'on gagne de l'argent. Il est aussi avocat. Elle m'expliqua ce que signifiait ce mot. Malheureusement, il ne gagne guère d'argent avec ce vrai métier. Il n'a pas le don de choisir les affaires qui rapportent. La dernière personne qui l'a défendu, c'est Léontine. Qui est Léontine? C'est la cuisinière. Elle était accusée d'avoir empoisonné son mari. Le procès a eu lieu aux assises d'Arlon, il y a 2 ans. Tout le monde en parlait. Les preuves accablaient Léontine. Ton grand-père avait pris fait et cause pour elle. La plaidoirie s'est achevée sur un argument retentissant. Messieurs les jurés, je crois tellement en l'innocence de cette femme que si vous la graciez, je jure sur l'honneur de l'engager comme cuisinière pour ma famille. Il l'a emportée. Ce procès admirable ne lui a pas fait gagner un sou. Et nous voici avec une cuisinière qui, la malheureuse, n'a guère d'aliments à préparer. Elle se releva, la sueur au front d'avoir cueilli en racontant. J'ai essayé de planter des pommes de terre. C'est une autre paire de manches. Je ne dois pas avoir la main verte. Quand j'ai épousé ton grand-père il y a 15 ans, j'étais loin de me douter que j'aurais à affronter cette situation. Pourquoi l'avez-vous épousé? Ne pus-je m'empêcher de demander. En voilà une question. Ton grand-père est un poète distingué. Il parle aux gens avec considération. Il écoute très bien. Oui, j'ai remarqué. Elle rit. Si c'est vrai avec un petit garçon, imagine comment c'est avec une jeune femme. Grand-mère devait avoir sacrément besoin de se confier pour me tenir de tels propos. Elle se rassura en pensant que je n'y comprenais rien et continua. C'est un homme merveilleux, tu sais. Il vit dans une espèce de conte où les femmes sont des princesses qui se nourrissent de rosée et où les enfants sont les frères et sœurs du petit Pousset. Elle souleva 2 sacs remplis de tiges de rhubarbe et tituba jusqu'au château, refusant mon aide. Léontine réceptionna ces denrées avec soulagement. À présent, je vais me rendre présentable, dit grand-mère, qui disparut. Au jardin, je rencontrai Jean, le jeune homme de 16 ans, celui qui venait d'être admis à la table des grands. Il me salua d'un signe de tête. Ce n'est pas trop dur pour toi d'être ici? Non, répondis-je fièrement. Il ne faut pas en vouloir aux enfants d'être vaches avec toi. Si tu savais comme c'est difficile de grandir au pont d'oie. Il tenait un livre dont je tentais de voir la couverture. Il me la montra. Arbre du soir de Pierre Nothomb, lus-je à haute voix. C'est la poésie de papa. J'ouvris le recueil. Il contenait de longues colonnes verbales qui rimaient. Cela correspondait avec ce que j'avais vu dans les livres de lecture qui étaient passés entre mes mains en maternelle ou à la maison. Quelque chose m'empêchait d'entrer en de tels textes, même si je savais lire depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Me demanda Jean. J'ouvris grand les yeux. Depuis quand fallait-il penser quoi que ce fût au sujet de la poésie? Au hasard, je lui fis part de mon expertise. C'est de la poésie. C'est bien ou pas? La question me stupéfia. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse approuver ou non la poésie. La poésie, comme le mauvais temps, les jours fériés ou les soldats de plomb, existait. Elle était une réalité avec laquelle il fallait composer. Je ne répondis pas. Jean reprit. C'est lamentable. Je me sentis mal. On s'aventurait dans des propos qui me dépassaient et m'angoissaient. Jean avait récupéré le recueil et lu à haute voix un texte. Sa grandiloquence me parut celle qui convenait. Je ne me rendais pas compte qu'il cherchait à ridiculiser ce qu'il déclamait. Alors, dit-il, tu as compris pourquoi c'est lamentable? Dans l'espoir de lui inspirer de l'indulgence, je répondis. J'ai 6 ans. Tu n'es pas malin. J'y ai mis le ton pourtant.
Tu pouvais entendre que c'est grotesque. C'est de la poésie, répétai-je. Figure-toi que la poésie n'est pas obligée d'être boursouflée. Tu as entendu parler du surréalisme? J'ai 6 ans, répétai-je. On le saura. Je vais te dire une chose. La poésie de papa, c'est de la merde. Il n'y a plus que lui pour écrire avec cette solennité de pacotille. Il n'y a que les imbéciles de son milieu pour apprécier cette daube. Si tu parles de Pierre Notombe aux surréalistes, ils éclatent de rire. Ces propos me mettaient mal à l'aise. À brûle-pourpoint, je lui demandai s'il avait connu mon père. Bien sûr, j'avais 11 ans quand il est mort. Il était comment? Un grand frère, sérieux, sévère, il respectait son père, aucune fantaisie, très différent de moi. Il était gentil avec toi? S'il m'a adressé 2 mots dans sa vie, c'est le bout du monde. Papa l'adorait. C'était le bon fils. Il obéissait. Il ne remettait pas son autorité en question. Je sentis qu'il n'aimait guère mon père et j'en éprouvais du chagrin. Jean recommença à médire de grand-père. Je ne l'interrompis plus, de peur qu'il dise à nouveau du mal de mon père. Si papa se contentait d'écrire de la daube, je m'en ficherais. Si ça lui suffisait de commettre des poèmes, oui, quand c'est nul, j'appelle ça un poème. Je ne me scandaliserais pas, mais il a déjà tué 3 personnes chères à mon cœur. Je devins blême. À l'évidence, Jean savait qu'il me suppliciait. Il a assassiné ma mère et 2 de mes sœurs. J'aurais voulu protester. Aucun son ne sortait de ma bouche. On t'a dit qu'elles étaient mortes de tuberculose, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la tuberculose? Une maladie de pauvre. Si ce type avait été capable de nourrir correctement sa famille, maman, Marie-Isabelle et Louise auraient guéri. Mais non, monsieur préfère écrire des poèmes que personne n'achète. Il a sauvé Léontine, parvins-je à articuler. D'accord. Tu crois qu'il a fait ça par souci de défendre une faible femme? Non. Il a choisi ce cas pour la gloriole. Il savait que les journaux en parleraient. Il savait aussi qu'il n'y gagnerait aucun argent. Tu trouves sans doute que c'est bien d'être insensible à l'argent? Je ne trouvais rien de tel. Je tremblais de malaise. Or, il n'y est pas insensible du tout. Il a épousé maman pour son argent. Et quand elle est morte, il a épousé belle-maman pour la même raison. Grand-mère aime grand-père, protestai-je. Belle-maman est une sainte femme. Elle ne voit pas clair. Je n'avais jamais encore rencontré la haine. Il m'était donné d'y assister en direct, et j'aurais payé cher pour être ailleurs. Je ne savais pas qu'à l'âge de Jean, mépriser son père allait de soi. Tu as vu comment il se sert à table? Non seulement il se sert le premier, ce qui est très grossier vis-à-vis de sa femme, mais en plus il affecte d'ignorer que nous sommes plus de 10 à table, dont des enfants et des adolescents en pleine croissance. Et lui, qui est vieux et qui n'a besoin de rien, il rafle la moitié de la nourriture. Il est dans la lune. Il est très doué pour avoir l'air d'y être. Tu le détestes, formulai-je, plus pour clarifier le vocabulaire que pour émettre un diagnostic. Je te défends de juger mes sentiments pour mon père. Pardon, je t'écoutais. Écoute encore, ce n'est pas si simple. Je sais qu'il a des qualités, pourtant je lui en veux davantage parce que précisément ces qualités sont une circonstance aggravante. Il est très intelligent, il sait ce qu'il fait. Plus je grandis, plus je comprends mon frère Paul. C'est celui qui est né juste après mon père? Oui, il est devenu communiste. Ça veut dire quoi? C'est compliqué. Disons que ça signifie d'être le contraire de papa. Il a fait la guerre d'Espagne et maintenant il est résistant à Paris. Ça consiste en quoi? Il se cache des Allemands. On n'a plus de nouvelles de lui depuis 2 ans. Il est peut-être mort. Il y a beaucoup de gens qui meurent jeunes dans notre famille. Le troupeau des enfants apparut de l'autre côté du lac. Je vais avec eux, annonçai-je. Sois gentil avec Donate, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a? Tu as remarqué qu'elle est anormale quand même. Sa place est dans une institution. Papa n'a pas les moyens. Elle reste avec nous.